Mettre un peu d'art dans sa vie et un peu de vie dans son art. Salut les amoureux de la toile, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un format un peu spécial, un hors-série, encore une fois me direz-vous. Je sais, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va nous parler de cinéma français, alors que sa chaîne est dédiée au cinéma américain. Oui, mais Tu me fends le cœur, hein? Allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur. cette idée de transgression m'est venue lors d'un visionnage d'une émission de Laurent Baffy. Pour les plus anciens, vous le connaissez, peut-être pour les plus nouveaux, pour ses caméras cachées. Il anime un podcast qui s'appelle Coloscopie sur YouTube. Vous pouvez aller faire un tour, je ne fais pas de pub, il n'a pas besoin de moi. Bref, il avait un invité qui s'appelle Antoine Duléry, un acteur. Quel rapport allez-vous me dire? J'y viens, patientez, j'y viens. Alors je sais que le système YouTube voudrait que je sois en punchline tout de suite pour vous capter et vous restez avec moi. C'est pas grave si vous partez. Il y en a certains qui resteront et certains qui resteront pour voir, découvrir le nouveau sujet d'aujourd'hui. Ah, mais il est hors concours celui-là. C'est comme ça depuis 1 heure, ça n'arrête pas. Donc, durant cette émission, il n'a pas arrêté de parler de ses relations avec Belmondo et c'était vraiment touchant. Mais ce qui a réellement retenu mon attention, ce sont ces tirades des films comme Un sage en hiver avec Gabin ou bien d'autres avec Louis Jouvet, Michel Simon, Petit menteur. Petit morveux. qu'il mettait en avant avec du style, un verbe, un phrasé qui est resté à travers les âges. Alors voilà, j'ai voulu partager avec vous un moment de pure nostalgie en faisant la part belle au dialogue et surtout aux dialoguistes. Donc vous êtes l'un des princes avec quelques autres en France, vous êtes à peu près une demi-douzaine. Et pour ne rien gâcher à la fête, j'ai agrémenté cette présentation, vous allez voir, avec de magnifiques affiches de films. J'espère que si vous aimez le cinéma et que vous êtes un peu curieux, vous resterez donc dans cette immersion de la langue française déclamée comme jamais plus elle ne le sera. Mais ne l'oubliez pas, c'est quand le rideau se lève que votre vie commence. Il ne tient qu'à vous qu'elle continue le rideau une fois baissé. Je vous en donne du souci, hein. La légende raconte qu'en 1962, sur le tournage mythique d'Un singe en hiver, une scène fige le plateau. Jean Gabin, le monstre sacré, le vieux, dont le charisme seul impose le silence, bute sur une réplique. Elle ne sonne pas juste. Elle ne vient pas. En face, un homme à la casquette vissée sur la tête, le regard malicieux ne bronche pas. C'est Michel Audiard, le dialoguiste, le fameux. Et cette phrase, pourtant, elle restera. Gabin, l'homme cinéma à lui tout seul, finira par la dire. Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Cette anecdote, vraie ou embellie par le temps, est le symbole parfait d'une époque révolue, une époque où les mots pesaient aussi lourd que l'image, où le dialogue était roi et où ses auteurs, les dialoguistes, étaient de véritables monarques de l'ombre du cinéma français. Derrière les plus grands acteurs, les plus grands succès, derrière les répliques qu'on cite encore aujourd'hui sans même y penser, se cachaient des orfèvres de la langue française. Leur arme, les mots, leur art, la magie sonore, une musique populaire, une poésie du quotidien qui a aujourd'hui quasiment disparu. Alors non, cette vidéo n'est pas juste un hommage, c'est une plongée dans l'âge d'or d'un art bien chez nous et il y a beaucoup à dire. On va voir comment la poésie lunaire de Jacques Prévert, la gouaille argotique du génie de Michel Audiard ou l'orfèvrerie comique implacable de Francis Weber ont façonné des décennies de notre cinéma. Mais il ne serait pas juste de ne pas mentionner Henri Janson, dialoguiste des films comme Hôtel du Nord, Entrée des artistes, Un revenant, entre autres, mais aussi Marcel Pagnol, dont l'accent chantant se retrouve à travers des personnages forts et inoubliables. On va tenter de répondre à une question qui fâche.
Pourquoi serait-il impossible de faire de tels films aujourd'hui? Pourquoi cet art du dialogue si puissant, si populaire, si français semble s'être évaporé? La prochaine fois que vous entendrez Gabin, Belmondo, Ventura, même Villeray, eh bien, tendez l'oreille. Ce que vous entendrez, ce n'est pas seulement des acteurs, c'est l'écho puissant d'un art que l'on ne doit jamais oublier. Que sais-je, disait Montaigne. Montaigne, je m'en fous, c'est vous que j'interroge. Pour les bons mots, il y a deux noms qui émergent en premier, naturellement, Sacha Guitry et Marcel Pagnol. Avec eux, le texte n'est plus un simple support, il devient le cœur battant du film. Il prouve que le cinéma peut aussi être un plaisir pour l'oreille, un délice de la langue. Vous essayez de faire de moi un assassin, mais ça ne prend pas. Car si je n'avais pas tué ma femme, c'est elle qui m'aurait supprimé. Le terrain est prêt. Les années 30, assombries par la crise et la montée des tensions en Europe, voient naître un cinéma d'une beauté sombre et crépusculaire, le réalisme poétique. C'est un cinéma de la fatalité, des amours impossibles, des héros du peuple au destin brisé. Visuellement, il est fait de clair-obscur, de rues brumeuses et de décors de faubourg magnifiquement créés en studio. Mais ce qui donne à ces films leur âme, leur musique si particulière, eh bien, ce sont les dialogues. La caméra semble s'effacer pour laisser toute la place à la magie des mots. Le verbe devient l'action principale et son auteur, une star aussi importante que le réalisateur. Elle avait mis de la mort au rat dans mon verre, et vous appelez ça des intentions? Il me semble que c'est plutôt un fait. Soit, mais ce fait, vous l'ignoriez. Eh ben, mais je n'en ai que plus de mérite encore, si je l'ai deviné. C'est dans ce climat pessimiste que va naître notre premier titan, un poète anarchiste qui va faire parler la poésie avec l'accent des titis parisiens, Jacques Prévert. J'observe une chose extraordinaire, c'est à quel point le fait d'avoir commis un crime peut développer l'intelligence. Jamais en temps normal, je n'aurais été aussi brillant que je viens de l'être à l'instant. Parler de Jacques Prévert, c'est immédiatement convoquer des images, des atmosphères, le regard embué de Michel Morgan face à Gabin dans Quai des Brumes, la silhouette tragique d'Arletty dans Les Enfants du Paradis. Prévert, c'est l'âme du réalisme poétique, l'anarchiste au grand cœur. Venu du surréalisme, il injecte dans le cinéma une poésie qui ne tombe pas du ciel, mais qui naît du pavé parisien. Son génie, c'est de prendre le langage le plus simple, celui du peuple, et de le charger d'une puissance poétique et philosophique vertigineuse. Pourquoi qu'on part pas pour Toulon? Tu t'incrustes, ça finira par faire du vilain. Et après? Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire. Fataliste. Si tu veux le résultat elle-même. Sa collaboration légendaire avec Marcel Carné va donner naissance à des chefs-d'œuvre absolus. Prenez Le Quai des Brumes de 1938. Quand Jean, le déserteur, joué par Gabin, rencontre Nelly, jouée par Michel Morgan, il lui lance cette réplique immortelle. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. La réponse de Morgan, embrasse-moi, n'est pas juste une réplique, c'est une déflagration. En deux phrases, d'une banalité confondante, Prévert capture tout le désespoir et l'urgence de vivre d'une époque qui sent la guerre arriver. Les dialogues sont comme les poèmes, des jeux de mots qui semblent improvisés mais qui sont d'une précision redoutable. Il y a chez lui une musicalité qui transforme le parler de tous les jours en une douce complainte. Je ne sais pas encore ce que c'est que la jalousie, pauvre petite idiote. C'est une chose horrible que d'être amoureux. Amoureux comme Roméo quand on a comme moi la tête de Barbe-Bleue. Taisez-vous donc! Dans Les Enfants du Paradis, souvent considéré d'ailleurs comme le plus grand film français, il atteint des sommets. Le personnage de Garance, libre et insaisissable, résume sa philosophie à une phrase qui semble d'une simplicité désarmante. L'amour, c'est si simple. Cette phrase, dans son dénouement, contient toute la complexité du sentiment amoureux.
Prévert ne théorise pas, il ressent. Comment vous appelez-vous? Moi, je ne m'appelle jamais. Je suis toujours là, j'ai pas besoin de m'appeler. Ces personnages ne dissertent pas sur leurs conditions, ils la vivent à travers des formules pures comme le diamant. Il est le premier à avoir compris que le dialogue de cinéma n'est pas du théâtre filmé. Coquard mis à part, t'es plutôt bon mec. Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. C'est un art à part entière, où la valeur d'un mot est décuplée par un gros plan, un silence ou par une lumière. Il n'écrit pas les dialogues, il écrit des moments de vie suspendus. Avec lui, le dialoguiste n'est plus un technicien, il est un auteur. Allons à l'étranger, aux colonies. Avec quoi? Cette idée. Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi. Si Prévert est le poète mélancolique d'avant-guerre, Michel Audiard est le canonnier gouailleur des Trente Glorieuses. Après la guerre, le cinéma change, bien sûr. Le réalisme poétique s'efface au profit d'un cinéma plus direct, plus populaire, où la comédie policière et le film de gangster triomphent. Mais, tu vois, si j'étais chez moi, comme tu le disais si gentiment, ben je mettrais ça ailleurs. Qu'est-ce que je disais? Il serait mieux près de la fenêtre. Tu le verrais où, toi? À la cave. C'est l'ère des durs à cuire au grand cœur. Et pour les faire parler, il fallait une nouvelle langue. Cette langue, c'est Audiard qui va l'inventer. Souvent réduit à ses punchlines, Audiard est en réalité bien plus que ça. C'est un musicien, un compositeur qui crée une petite musique qu'on reconnaît entre mille. Contrairement à la légende, Audiard n'utilise pas l'argot des voyous, il le réinvente, le stylise, le mélange avec un vocabulaire précieux et un sens du rythme qui n'appartient qu'à lui. À quoi que je le reconnaîtrais? Un beau brun, avec des petites bacchantes grand, l'air con. Ça court les rues, les grands cons. Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Ces dialogues ne sont pas réalistes, ils sont une pure création littéraire. Prenez la fameuse tirade de Bernard Blier dans Les Tontons Flingueurs. Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. C'est lent, ça prend son temps, ça se savoure, chaque mot est une note. On est plus proche de la partition musicale que du dialogue. Et là où Audiard est génial, c'est qu'il a réussi à faire entrer cette langue ultra-littéraire dans le langage courant. Son style va forger la personnalité des plus grands acteurs. Gabin trouve en lui son alter ego. La première chose que le vieux exigeait sur un contrat n'était pas le nom d'un réalisateur, mais celui de son dialoguiste. Tu trouveras plus un homme ni une femme capable de tenir convenablement une tôle. C'est toute une école, ça. T'auras du bobinard standard, mais les manières seront perdues. Qu'est-ce que tu veux? Ce sera le monde de demain. Il sculpte le personnage de Lino Ventura, brute épaisse à la sensibilité à fleur de peau, et celui de Belmondo, jeune chien fou. Des barbouzes au Pacha, sa plume devient un label de qualité. Audiard, c'est la gouaille populaire élevée au rang des beaux-arts, une symphonie de l'argot qui résonne encore. On a de l'essence, de la flotte, du singe. On est à 700 bornes de nos lignes, on a de quoi en faire 1000. C'est une balade, non? Imaginez un Sergio Leone, par exemple, sans Ennio Morricone. Eh bien, c'est exactement pareil. Après la poésie de Prévert et la gouaille d'Audiard, voici le troisième titan, plus récent. J'ai sélectionné pour la continuité dans le temps, justement, un homme dont le génie n'est pas dans l'éclat d'une phrase, mais dans la perfection de la structure. Francis Weber. Allô? Non, je suis en train de déjeuner. Eh ben moi, ça va pas trop mal. Si Audiard est un musicien, Weber est un horloger suisse, un mécanicien de précision qui a construit les machines à rire les plus efficaces du cinéma français. Son approche est totalement différente. Chez lui, une réplique n'est pas une fin en soi. C'est un engrenage dans une mécanique comique implacable. Ça va être dur. Comment? Non, rien.
Attention, hein. Héritier du vaudeville, Weber a compris, comme personne, la puissance du couple mal assorti, le clown blanc et l'Auguste, que ce soit le détective bourru, interprété par Depardieu, ou le malchanceux pathologique, interprété par Pierre Richard dans La Chèvre, ou le tueur à gages, Ventura, et le suicidaire pot de colle, Jacques Brel. Dans L'Emmerdeur, le rire naît toujours de la confrontation des deux logiques impossibles. Qu'est-ce que je vous ai fait? Monsieur Milan, je glisse. Le personnage emblématique de Weber, c'est François Pignon. Un nom pour un archétype. L'homme ordinaire, souvent un peu con, qui, avec sa propre logique, vient dynamiter le monde bien rangé des gens dits normaux. Je n'ai pas très bien compris pourquoi d'ailleurs, parce qu'entre nous, c'est pas une lumière. Comment ça, pas une lumière? C'est un con. Mon Dieu. Dans Le Dîner de cons, sa mécanique est parfaite. Chaque réplique de Pignon, Jacques Villeray, dite avec la plus grande sincérité, est une catastrophe pour Pierre Brochant, donc joué par Thierry Lhermitte. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon? Il n'a pas de prénom? Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Le rire ne vient pas d'un bon mot, mais de l'engrenage absurde qui se met en place. Chaque dialogue est ciselé. C'est une bombe à retardement. Weber construit ses scénarios comme des équations. Ces dialogues sont ciselés donc, économiques, d'une efficacité redoutable. Là où Audiard s'épanche en longues tirades, Weber, lui, va droit au but. Chaque mot est pesé pour faire avancer l'action et provoquer le rire. Il ne cherche pas la poésie, il cherche le chaos comique. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. De La Chèvre au placard, Francis Weber a prouvé que le dialogue comique est une science exacte, une architecture invisible où chaque pièce contribue à bâtir un monument du rire. Prévert, Audiard, Weber, trois styles, trois époques, mais une même conviction. Le dialogue est au cœur du film. Bien sûr, on peut aussi mentionner Bertrand Tavernier qui avait son style. Jean-Claude Carrière était l'humaniste littéraire. On revient aussi à Henri Janson et bien sûr à Clouzot. Encore une fois, un maître du dialogue et des intrigues. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? S'il vous plaît, ne jouons pas sur les mots. De quoi voulez-vous que je joue? Sur vos idées, peut-être. Vous n'en avez pas. Pourquoi cet âge d'or semble-t-il si loin? La réponse est peut-être complexe, mais déjà, un mouvement va tout faire basculer à la fin des années 60, la Nouvelle Vague. Portée par de jeunes critiques devenus réalisateurs, comme Truffaut, Godard ou Chabrol, la Nouvelle Vague se révolte contre ce qu'ils appellent le cinéma de qualité, le cinéma à papa. Dans leur viseur, les scénarios trop écrits, les studios et surtout le dialoguiste tout-puissant. Pour eux, cet art du mot d'auteur est artificiel et empêche le cinéma de capter la vraie vie, qui nous fait littéralement chier, faut le dire. Ils prônent un retour donc au réel, au tournage en extérieur avec des caméras légères et l'improvisation. Le réalisateur doit être le seul auteur de son film. La politique des auteurs signe l'acte de décès programmé du cinéma, des dialogues. J'écris pour faire plaisir à beaucoup. Et pour en emmerder quelques-uns. Ça, d'accord, mais c'est la même chose. Audiard lui-même sera la cible de critiques virulentes de la part de cette nouvelle vague, qui méprise son succès populaire. Voici ce que, d'ailleurs, Michel Audiard leur répond dans une tribune. Monsieur Truffaut aimerait persuader les clients du Fouquet's qu'il est un individu dangereux. Ça fait rigoler les connaisseurs, mais ça impressionne le pauvre Éric Rohmer. Bilan de l'opération, une trentaine de films sont actuellement entassés dans des salles de montage. 30 films qui ne sortiront sûrement jamais parce qu'ils sont
insortable. La nouvelle vague est morte et l'on s'aperçoit qu'elle était au fond beaucoup plus vague que nouvelle. Paye quand l'acheter. Avec ça. Touche pas le grisby, salope. Cette rupture est d'abord idéologique, mais elle s'accompagne de changements profonds. Les 30 Glorieuses s'achèvent. La langue française elle-même s'uniformise. La télé, puis la mondialisation gomment les parlers régionaux, les argots de métier, cette richesse dans laquelle puisait un Prévert ou un Audiard. Le titi parisien devient une figure de folklore. Comment écrire aujourd'hui une tirade des tontons flingueurs sans avoir l'air de faire une parodie? La matière première a tout simplement disparu. Ah oui, t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec. Le cinéma lui-même a changé. L'ère des grands duos acteurs-dialoguistes est révolue. Les financements sont plus complexes. On privilégie de plus en plus le visuel, jugé plus universel et plus facile à exporter que les mots. Dans un monde de communication rapide et de format court, la lente musique d'une tirade d'Audiard n'a plus sa place. On a peur du verbe, peur de l'ennui. Le dialogue est souvent réduit à sa fonction la plus simple, faire avancer l'intrigue. Il n'est plus un plaisir en soi, mais un simple moyen. Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux. De la poésie populaire de Prévert à la gouaille symphonique d'Audiard, en passant par la mécanique de précision de Weber, ces titans n'écrivaient pas seulement des dialogues, ils créaient une vision du monde à travers le langage. Ils nous ont offert une langue de cinéma plus grande que la vie, qui a infusé notre culture et notre mémoire. Est-ce que tu peux être douillet? Si les gangsters de Paris te voyaient comme ça, je te jure qu'ils n'auraient pas peur de toi, Maigret. Alors, est-ce que cet art a complètement disparu? Ce serait excessif. On a pu en deviner des traces chez des cinéastes comme Bertrand Blier, des héritiers de la comédie de structure comme le duo Toledano et Nakache, ou même dans La Noirceur de Jacques Audiard, le fils de Michel, qui prolonge à sa manière cette enquête de vérité par le langage. Débuté au funambule. En marchant sur les mains. Sur les mains. Et pourquoi pas? Vous avez bien écrit une pièce avec vos pieds. Monsieur! Mais la figure du dialoguiste roi, dont la plume était aussi puissante que la caméra, appartient bel et bien au passé. On vit dans un monde d'images, de flux, de communication instantanée, un monde qui a peut-être perdu le goût du temps long, de la phrase ciselée. Cet art n'est pas mort de sa belle mort, il a été remplacé par une autre façon de raconter des histoires. Et puis, il faut bien le mentionner, comme je l'ai mentionné d'ailleurs dans la mise en lumière de l'affichiste Dro Struzan, cet art qui a disparu au profit des pixels et de Photoshop. À l'heure de l'IA, où les doubleurs ont d'ailleurs du souci à se faire, il en est de même pour les lignes de dialogue. Passer dans la machine génératrice de mots bien sous tout rapport, car oui, l'outil va polir les phrases pour entrer dans le conformisme et la bienveillance sans borne. Plus de noms d'oiseaux, plus d'argot, c'est terminé. Et comme l'heure de la cancel culture a sonné, pour notre malheur, tout doit bien rentrer dans le cadre. À notre époque, il faut éviter certaines plaisanteries, je ne vous le redirai pas. Pourquoi payer un scénariste pour son talent alors que l'on peut économiser en prenant juste un correcteur qui va affiner, mais qui ne créera pas? Le cinéma perd de sa poésie grand public, là où on savait divertir par un bon mot, dans un divertissement de qualité, aujourd'hui on nous sert de la soupe. Alors, C'est la première fois que je monte sur une scène. oh, vous n'avez pas besoin de monter sur une scène pour jouer la comédie. Pourquoi? Des films sociétaux, ennuyeux, bourrés de morale, idéologiques et tellement loin de la qualité de ses aînés. Mais laissons ça pour une autre analyse. Eh ben, il y a des fois,
que je sens comme une espèce de démangeaison ici. Oui, ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un de ces films, tendez bien l'oreille, savourez le rythme, la mélodie, l'intelligence des mots. Vous n'entendrez pas seulement des acteurs, mais l'écho d'un art magnifique, l'esprit d'une époque et la voix immortelle de ces derniers titans du cinéma français. Mais une bonne trempe à un ivrogne, c'est pour rien. Et maintenant, arrêtez votre numéro de férocité, hein. Un art qu'on a le devoir, non pas de pleurer, mais de célébrer et de ne jamais oublier. Pardon, monsieur, excusez ma curiosité, vous seriez-il pas ensablé des fois? Tu veux savoir? Eh ben, t'es même pas drôle. Avant que j'oublie d'ailleurs, si vous avez aimé le contenu et que vous êtes encore devant ce hors-série, laissez-moi une trace de votre passage en postant un commentaire. Un like serait le bienvenu et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Tu vois, Pépé, tu es venu à mon rendez-vous et tu ne m'as pas posé de lapin. Tu savais bien que je pouvais te faire confiance. Voilà, sur ces quelques mots, j'espère vous avoir donné envie de vous replonger dans ces grands classiques français. Certes, je me suis un peu égaré sur des chemins qui m'ont éloigné du cœur de cette chaîne, celui du cinéma américain, de la grande époque, mais le cinéma français a aussi eu de très beaux faits d'armes. Avec des réalisateurs de grand talent, des acteurs immenses et des films destinés à distraire et à égayer notre quotidien sans pour nous prendre pour des imbéciles. Et voilà que maintenant j'ai envie de vous tutoyer pour nous rajeunir, Geneviève. Et tout cela, bien sûr, sous la plume de grands dialoguistes. Je finirai en paraphrasant Louis Jouvet. Il faut mettre un peu d'art dans sa vie et un peu de vie dans son art. Ciao, ciao. Michel Audiard, quelle est pour vous la plus grande hypocrisie de notre temps? Je crois que la plus grande hypocrisie, c'est de nous laisser croire que les choses iront mieux, que ça va s'arranger ou que ça va changer, comme on dit maintenant. Vous voyez, la scène est finie.